peine vêtue d'un petit maillot rose, Ada montait un pur sang fougueux et entrait en scène au galop en effrayant tous les spectateurs par son audace. Alexandre était allé voir l'actrice dans sa loge pour la féliciter après la représentation. Celle-ci, très émue et éblouie par le célèbre écrivain pour lequel elle avait une grande admiration, lui sauta au cou avec une spontanéité déconcertante. Depuis qu'il avait rencontré Ada, qui aurait pu être sa petite fille, il avait des retours d'ardeur comme en ont les vieillards, âcres, violents, dernière gorgée de la coupe que l'on avale en désespéré, dernière flamme de l'orgie du cœur qui couronne un dernier excès. Il s'y livrait tout entier et s'excitait à l'ivresse. Ce qui l'avait désolé, l'âge venant, le charmait. Ce qui l'avait refroidi, l'embrassait, tout en étreignant sur lui ce corps de femme menue, des désirs monstrueux envahissaient son âme. Elle lui répétait souvent, avec un sourire ingénu et un fort accent américain, « Je t'aime ». Et il savait que c'était vrai. Contrairement aux proclamations de la plupart des femmes qu'il avait connues jusque-là, car Alexandre Dumas avait été toute sa vie un chaud lapin. Ada était bien différente de ces farceuses. C'est ainsi qu'il appelait les jeunes femmes légères et généralement peu vêtues qui partageaient son existence. Elle veillait à tous les détails du ménage, et les douceurs du foyer n'avaient point d'autre cause que sa présence, car elle touchait à tout, anoblissant, parfumant chaque songe. Elle lui taillait ses plumes pour écrire, se penchait sur son épaule quand il travaillait. Il emmenait déjeuner dans de petites auberges à Bougival, où 40 ans plus tôt, il avait conduit Catherine, lingère, la mère de son fils. Il existait incontestablement, malgré leur grande différence d'âge, entre Ada et Alexandre. Ada aurait pu être l'héroïne d'un de ses romans, tant sa vie fut fantastique. Elle était née en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, en 1838, dans une famille de la grande bourgeoisie juive, bien qu'elle se prévalait d'une secrète origine espagnole et signa Dolores Adios los Fuertos. Il faut aimer sans cesse après avoir aimé. Cela aurait pu être la devise d'Ada, même si sa rencontre avec Alexandre, avant sa rencontre avec Alexandre, elle cherchera en vain, durant sa vie, le grand amour. Alors cela nous amène à parler à présent de l'histoire singulière de ces 3 mariages. À peine sortir de l'enfance, Ada savait déjà ce qu'elle voulait et entendait bien prendre en main sa vie et la mener comme elle le souhaitait, ce qui, on s'en doute, irrita fort ses parents. Celui qui allait devenir son premier époux, prénommé John, la séduisit par sa seule beauté. C'était le fils d'un riche propriétaire terrien de Californie. Il était catholique, mais peu importé pour Ada, car Dieu, disait-elle, n'est ni juif, ni musulman, ni catholique, ni protestant. Il est au-dessus des religions. S'il était incontestablement d'une beauté insolente, John n'avait pas inventé la poudre, et il était timide et maladroit. Musicien, il jouait dans un petit orchestre et espérait réussir dans ce domaine, mais ses ambitions étaient annihilées par sa paresse chronique. Ils sortirent ensemble durant 3 semaines, mais bien qu'il ne semblait pas indifférent à ses charmes, il ne lui faisait aucune avance. Un jour, n'y tenant plus, elle décida de le mettre au pied du mur. Elle entraîna une fin d'après-midi dans un petit coin romantique qu'elle connaissait jouxtant une prairie verdoyante. Après avoir fait quelques pas, ils se trouvèrent sous un massif d'arbres que les couleurs du couchant enveloppaient d'un nuage rouge et brun. Cette magie naturelle imprima une sorte de solennité à ce moment. L'agitation de son cœur bouillant, dont les pulsations précipitées parlaient au bras de John, où elle s'était accrochée, la jetèrent dans une exaltation
d'autant plus pénétrante qu'elle était encore excitée par tous les petits accidents de la vie qu'elle avait connus récemment. La réserve dans laquelle vivent les jeunes filles de bonne famille donne une force incroyable aux explosions de leurs sentiments. « Monsieur, j'ai une question à vous faire, » dit-elle en tremblant et d'une voix émue. Une pause effrayante pour Ada succéda à cette phrase qu'elle avait presque bégayée. Pendant le moment que dura le silence, cette jeune fille, si fière, n'osa soutenir le regard éclatant de celui qu'elle aimait, car elle n'était pas dupe de sa témérité. « M'aimez-vous et souhaitez-vous m'épouser ?»« Mais oui, répondit John, interloqué. L'amour donne tout, mais aux amants seulement. Quant aux époux, il leur faut plus que le dôme du ciel et le tapis des prairies. » Le mariage fut décidé rapidement, malgré l'opposition des parents d'Ada, car elle avait décidé de se convertir au catholicisme et de se marier à l'église pour entrer dans les bonnes grâces de Torquemada, surnom révélateur donné à la redoutable mère de John. S'ennuya vite, très vite auprès de ce garçon magnifique mais sans éclat, morne, borné, indolent et irrémédiablement soumis aux volontés implacables de sa mère. Et elle le quitta poliment et avec un peu de regret, car elle détestait faire de la peine aux gens. Son second époux avait beaucoup de prestance et d'assurance, malgré un physique plutôt ingrat. Il était boxeur et poète à ses heures. Il se faisait fort de ne pas écrire 3 vers sans y incorporer le nom d'une fleur. Il connaissait bien Walt Whitman, qu'il présenta à Ada. Ada se lia d'amitié pour ce poète qui exaltait dans une langue simple et populaire la sensualité et la liberté. Une nuit, Peter fit un curieux rêve. Il escortait à cheval le Christ juché sur son âne, et tous deux entraient triomphalement à Jérusalem sous une pluie de pétales de roses et de dahlias. Aussitôt, il se persuada qu'il avait été désigné par Dieu pour annoncer la parousie au monde, c'est-à-dire le retour du Christ sur terre, vainqueur du malin et de la mort. Pour cela, il devait se préparer à cette tâche impérieuse en abandonnant toutes ses activités et en vivant pendant 6 mois en ermite dans une cabane en bois qui servait à entreposer des outils au fond du jardin de leur maison. Ada tenta en vain de le dissuader et de le convaincre qu'il n'avait fait qu'un rêve et n'était nullement investi d'une mission divine, mais voyant qu'elle se heurtait à un mur, elle finit par le quitter, non sans avoir prié instamment Whitman de veiller à son ami visiblement dérangé. On sait peu de choses sur son 3e époux. Même pas son prénom. Mais il semble qu'il décida de renoncer au mariage aussitôt son 3e divorce prononcé. Toutefois, à peine. Mais elle ne pouvait résister bien longtemps à l'appel des planches et des paillettes. Son succès, voire son triomphe, dans le rôle de Mazeppa, fut considérable et lui permit de conquérir Londres. Son osmose avec son cheval atteignait le sublime. Le public, haletant devant son interprétation terrifiante de réalisme, la voyait, dans le rôle du chef cosaque, étendu et lié autour de sa monture, gravir impraticable au galop. Le saut final faillit lui coûter plusieurs fois la vie. L'écuyère et son cheval ne faisaient plus qu'un, et cette impression ajoutait une touche de merveilleux et de féerique à leur prestation. Son cheval était devenu son plus fidèle ami et son confident de tous les jours. Elle lui racontait tout à l'oreille, ses joies, ses chagrins, ses aventures.
Cependant, elle ne parvenait pas à s'habituer à la mentalité anglaise et aspirait de plus en plus à traverser la Manche et à découvrir la France et Paris. Elle finit par entrer en contact avec le théâtre de la Gaîté et signa un contrat. Aussitôt, elle fit ses valises et quitta Londres pour Paris. Ada regagna donc Paris, mais au cours de l'une des premières répétitions, elle eut un malaise et tomba gravement malade. Son agonie ne dura que quelques jours. Et le 10 août 1868, elle meurt d'une péritonite aiguë. Elle qui fut adulée par le public, courtisée par les hommes les plus riches et les plus puissants, l'ami des plus grands écrivains de son temps, ne fut accompagnée pour son ultime voyage de la rue Caumartin au Père-Lachaise que par sa femme de chambre, ses grooms, quelques acteurs, en tout moins de 20 personnes, et son cheval favori. Alexandre Dumas apprit au Havre la mort de celle qu'il appelait l'être merveilleux. Il pleura des jours entiers sur le destin funèbre de sa chère Ada, qui venait d'avoir tout juste 30 ans. Puis, se sentant lui-même fort malade, il rentra boulevard Malherbe. Il reprit peu à peu du poil de la bête et de nouveau égrena ses projets de romans et de théâtre, mais personne ne venait plus le voir, même les plus proches de ses amis. Ada lui manquait douloureusement. Lorsqu'enfin il consentit, poussé par son fils, d'épouser Catherine Labbé, le refus vint de celle-ci. « J'ai passé la septantaine, écrivait-elle à une amie. Je suis toujours dolente et je vis simplement avec une seule bonne. Monsieur Dumas ferait éclater mon petit logement. C'est 40 ans trop tard. » Sa singulière histoire d'amour avec Ada l'avait fait sourire. « Ah, disait-elle, il est toujours le même. L'âge ne lui a rien appris. » Alexandre Dumas fils disait pour sa part fort justement: « Mon père est un grand enfant que j'ai eu lorsque j'étais petit. » Catherine mourut le 22 octobre 1868 à l'âge de 74 ans. 2 ans plus tard, au printemps 1870, tandis que la guerre éclate, c'est le retour du père prodigue chez son fils, à Puy, et le 8 décembre 1870, à demi paralysé par une attaque, usé par le travail, les plaisirs et la bonne chair, Alexandre Dumas s'éteint paisiblement dans les bras de son fils. Auguste Maquet déclare alors: « Peut-être retrouvera-t-il là-haut Miss Ada, qui est sans doute de toutes la femme qu'il a le plus aimée, et en tout cas celle qui lui a apporté le plus de bonheur. » À Reading, dans le Connecticut, quelques semaines après la mort d'Ada, Mark Twain, s'inquiétant de ne plus avoir de ses nouvelles, écrivit à Holstein, qui lui annonça en retour la tragique fin de l'écuyère au cœur d'or. Aussitôt Mark Twain retira de sa bibliothèque un petit livre de nouvelles de Poe qu'Ada lui avait offert et dédicacé, l'enferma soigneusement dans un petit coffret qu'il enterra dans son jardin au milieu d'un parterre de fleurs. Il fixa sur l'emplacement une petite croix de laiton et une pierre blanche sur laquelle il fit graver ces simples mots: Miss Ada, 1868.